Merci Laurent, merci Yvonne de m'avoir invité un peu dans ce colloque. Alors, juste pour la lisibilité de mon exposé, je vais faire une petite courte introduction, un ou deux éléments de définition, des aspects descriptifs un peu de cette violence, et puis une analyse clinique à la fois du côté des auteurs, du côté des victimes, et puis donc qui me fera glisser un peu vers la problématisation donc, de ce sujet. Alors l'introduction, donc finalement, ce colloque au Sénat me rappelle un colloque qu'on avait organisé avec Boris Cyrulnik il y a des années, qui était à l'Assemblée nationale et qu'on avait intitulé Chronique des violences invisibles. Tout est dit. C'est-à-dire que premier élément, les violences psychologiques, ça peut être redoutable. Et en même temps, puisqu'on a un président qui a dit au bout du jour en même temps, moi j'aime bien en même temps parce que c'est une pensée orientale. En Occident, une porte est ouverte ou fermée, on sait l'un ou l'autre, mais il y a parfois des vérités qui coexistent. C'est redoutable la violence psychologique. Et en même temps, il suffirait d'une pichenette pour la déstabiliser. Regardez, je vais au cœur de l'actualité, l'affaire Weinstein. On se dit, mais cet homme, pendant des années, a exercé un harcèlement sur des jeunes starlettes et des moins jeunes starlettes. On dit que des gens étaient au courant, mais que faisait l'entourage. Ça pose des bonnes questions. Et puis vous avez vu comme c'est tombé comme un château de cartes au moment où ça a été dévoilé. C'est ça que la violence psychologique, c'est redoutable, mais je vais me placer en position d'expert. C'est pas si facile que ça à objectiver. Donc, je trouve que ce que Maître Inker, son fils aussi qui s'intéresse au sujet, ont cherché à faire, c'est que baliser la réalité de la violence quand elle est constituée, quand elle a été durable, quand elle a été répétitive, on va y donner pour effectivement faire en sorte qu'il puisse y avoir une traduction juridique. C'est du boulot. C'est pas si simple. On voit nombre d'affaires de violences psychologiques constituées à l'analyse clinique et qui ne vont pas, dans le champ social, être objectivées. Donc, une violence redoutable, mais facilement déminable, paradoxalement, difficile à objectiver. Et c'est vrai que je ne vous le cache pas, quand on a commencé à vouloir faire des lois sur la violence psychologique, on m'a demandé mon avis parfois, je me suis dit, mais est-ce que ça va être si facile que ça, objectiver dans le champ social? Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que le contre, finalement, des violences psychologiques, c'est pas dans une logique plus relationnelle qu'il faut essayer de contrer? Donc, c'est vraiment un sujet qui n'est pas si facile que ça. Autre élément dans mon introduction, alors, je suis heureux de saluer Alberto Heger, qui a été un de ceux qui a installé finalement dans la psychopathologie le concept de pervers narcissique. On a dans notre association aussi Marie-France Irigoyen qui a beaucoup mis en scène le harcèlement moral, et je pense que c'est son mérite. Et regardez, en même temps, dans notre groupe, on se dit, mais ce destin des concepts des psys qui ont trop bien marché. Le pervers narcissique. Regardez, deux exemples concrets. Je vais dans un petit tribunal de province et je discute avec une magistrate qui est une amie personnelle. Je dis, mais c'est bien ici, ça a l'air sympa, on va rapidement à son travail. Elle me dit, tout irait bien, mais on a un problème. Le président est un PN. Alors, je n'étais pas branché, comme j'étais en contexte juridique, je me suis dit, c'est peut-être un concept juridique que j'ignore. Je me suis dit, mais PN, qu'est-ce que... Pervers narcissique. Alors regardez, je fais aussi des expertises de séparation de couple. Finalement, le nombre de fois depuis des années, alors ça n'existait pas quand j'étais jeune expert, où finalement on se dit, ce qui s'est passé dans ce couple, c'est que lui est un PN, ou elle est un PN. Donc, on peut se demander aussi si ce concept, et on voit, n'est pas victime de son succès. Bon, alors, ça c'était pour l'introduction. Alors, il faut une définition. Effectivement, harceler toute conduite abusive, geste, parole, comportement, attitude, qui porte atteinte par sa répétition ou sa systématisation sur la dignité ou l'intégrité psychique de l'être humain. Et on voit que cette définition, en même temps, nous sert aussi pour le harcèlement
au niveau du travail. Donc, on a une définition, c'est bien, même la loi sociale s'en occupe, et c'est parfait. Alors, essayons de la décrire. Eh bien, ces comportements, moi j'aime bien la clinique aussi descriptive. Excusez-moi, alors la définition que vous venez de donner est une définition psychiatrique, psychologique. Alors, Non. alors attendez-vous. Parce que je vois à côté, j'ai mis la loi sociale. Non, j'ai fait une définition qui en fait, oui, qui est plus, qui n'est pas celle de la loi sociale, puisque, qui est plus, c'est plutôt un psy qui a trouvé ça, et en même temps, dans la logique aussi de l'extension dans le champ social. Alors, il y avait là, mais parce que, effectivement, le harcèlement aussi, c'est, en privé, c'est celui du colloque, mais aussi dans le domaine du travail. Dans le domaine du travail, mais bon, c'est agissement répété qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles. Donc ça, c'est dans le champ social. Là, c'était dans le champ psychologique. C'est pas, on est d'accord, c'est pas la... Il faut voir comment on peut faire coïncider les définitions psychologiques, psychiatriques et juridiques. Tout à fait, tout à fait. Et les articuler. Merci. Tout à fait. Alors, au niveau de la description du comportement, au sens... on peut isoler, on a beaucoup parlé un peu de la capacité des pervers narcissiques d'isoler un petit peu leur compagne ou leur compagnon. Aussi, il y a des attaques systématiques avec un élément qui joue beaucoup, qui est effectivement l'humiliation. Il y a aussi les mécanismes que je vais détailler quand même parce qu'ils m'intéressent encore plus. Vous voyez que dans les mécanismes des violences psychologiques, il y a le harcèlement, il y a la manipulation. C'est deux choses un petit peu qui sont même différentes. Il y a des menaces aussi, et bon, la menace est un peu plus fort, mais c'est aussi dans la dynamique. Alors, trois problématiques, me semble-t-il. D'abord, effectivement, comme le concept a du succès, il est victime aussi de son succès, il faut qu'il y ait répétition. Pour moi, il ne peut pas y avoir harcèlement sans répétition. Il y a aussi des gens qui se prétendent harceler en one shot. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, ça ne veut pas dire que c'est pas douloureux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, mais je pense que ce n'est pas objectivable, en tout cas dans le champ social, et c'est différent. Donc il faut quand même, je dirais, démontrer, décrire la répétition d'un même mécanisme, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans la logique du harcèlement vu par un psy, c'est évidemment un rapport de force inégal. On a vu que là, quand même, dans le champ de l'analyse psychologique, il y a eu des évolutions, puisque par exemple dans le monde du travail, au début on pensait qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui soit hiérarchiquement au-dessus de l'autre. Ensuite on est orienté vers une conception plus horizontale, parce qu'on pourrait dire, après tout, dans un couple, en tout cas dans les démocraties, il y a théoriquement, enfin bon, on voit bien que c'était hier la femme, tout n'est pas encore gagné dans l'égalité, mais théoriquement il y a une forme d'égalité. Les deux personnages sont sur le même point. D'ailleurs, je dirais que parfois, au niveau des tribunaux, peut-être Maître Inker, Laurent qui en parlera, on voit beaucoup même de magistrats, au fond, qui disent « Ah ben, bon, c'est une adulte, elle avait qu'à se débrouiller. » C'est-à-dire, au fond, il y a cette idée aussi que, pour démontrer que l'abus peut être objectivé, quelles caractéristiques a cet abuseur? De quoi tire-t-il sa force, finalement, pour imposer quelque chose à l'autre? Et puis aussi, de façon tout à fait fine, dans un premier temps, les psys auraient été tentés de mettre une dimension d'intentionnalité dans le fait de harceler, une intention de nuire finalement, une intention d'agresser. Et la loi, finement, on le voit dans le domaine du harcèlement, en tout cas, a un petit peu considéré que cet élément, en tout cas dans le monde du travail, ce n'est pas nécessaire. Par contre, peut-être dans le monde privé, c'est un peu difficile. Toujours dans l'analyse psycho-comportementale, on a compris, cet élément de répétition est important. Il y a l'élément d'intensité aussi, parce que regardez, je fais un arrêt image, le harcèlement et la manipulation. J'espère choquer personne. Ben, les rapports humains sont faits de harcèlement et de manipulation. Hein, on n'est pas... c'est pas le monde des bisounours, donc ni la vie privée, ni la famille, ni même, regardez, les enfants parfois qui, quand ils ne peuvent pas manipuler maman, vont essayer de manipuler papa et inversement. Bon. Donc, bien sûr, moi ce qui m'intéresse, et je vais glisser dans l'analyse clinique, c'est le mode opératoire.
Alors, vous voyez, dans le champ psychopathologique, il y a le pervers narcissique et l'emprise. J'ai moi-même utilisé beaucoup cette relation d'emprise dans le champ psychopathologique et elle m'inspire. Et en même temps, en tant qu'expert, j'ai besoin d'un concept plus opérant, plus concret, plus réaliste, qui est dans l'ici et maintenant. Alors, au niveau psychopathologique, on a la relation d'emprise, effectivement, qui est un très bon modèle, évidemment, de la relation d'abus, avec le concept, je vais revenir, de pervers narcissique, mais dans le domaine psychocriminologique ou d'analyse comportementale. Je vais indiquer que, pour abuser d'autrui, moi je connais que 4 mécanismes concrets. La violence, je lui tape dessus et puis il fait ce que je veux. La menace, si tu ne fais pas ce que je veux, je te tape. Ceux-là, ils sont brutaux. Je dirais qu'ils sont plus faciles à objectiver. Et puis les deux autres, et on les voit, ils sont au cœur aussi de ce colloque, le harcèlement et la manipulation. Et on revient à des mécanismes plus subtils. C'est pas si facile que ça de démontrer qu'il y a eu harcèlement. C'est pas si facile que ça de démontrer qu'il y a eu manipulation. Mais, et avant que je glisse vers un repérage clinique qui est mon sujet, peut-être aussi le zoom sur le pervers narcissique, et je vais donner d'autres profils aussi de types de caractères qui finalement, qui ne sont pas des pervers narcissiques, mais qui peuvent aboutir à une forme de violence psychologique, notamment dans le groupe. Mais on ne peut pas faire l'économie dans cet élément de destructivité. Pourquoi ça fonctionne? C'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'on ne peut pas, et là je vais être très prudent dans mes formulations, dire que, si je vais quand même nommer comment moi je lis un pervers narcissique. Pervers narcissique, vous voyez, c'est dans le domaine de la psychopathologie, c'est parfait. Et donc, même nous, cliniciens, on remercie Alberto Heger et Caruso qui a attiré l'attention sur ce fonctionnement. Mais pour moi, dans le champ de l'expertise, dans le champ de l'analyse relationnelle, ce n'est pas suffisamment opérant. Et je vais vous proposer une autre formulation. Un égocentrisme manipulateur. Un égocentrisme, je sais ce que c'est, je vais le décrire. Manipulateur, ça veut dire que son rapport à l'abus se fait par ce mécanisme subtil qu'est la manipulation. Mais pour qu'il y ait manipulation, il faut que quelqu'un soit manipulable. Et je ne vais pas décrire la fragilité, on ne va pas culpabiliser celui qui se manipule. Regardez, je vais être honnête avec vous, dans un domaine un petit peu. Je refaisais ma maison et les travaux, je me suis fait un peu manipuler par celui qui était censé les faire, qui était un ami en plus, un classique. Bon, évidemment, on se fait toujours manipuler par ses amis parce qu'on a confiance en eux. Mais il faut bien indiquer que quand même, regardez, c'est redoutable un manipulateur, un pervers narcissique. Et en même temps, je vais essayer de vous proposer ce paradoxe, c'est aussi quelque part un tigre de papier. Il n'a sa force que la fragilité de l'autre. Et il n'y a pas de honte d'être manipulé. Même quand il n'y a pas des gens manipulables, ce n'est pas une fragilité structurelle que je vous propose. C'est que nous, les êtres humains, on est manipulables. Je suis manipulable. Je suis un bon expert, un bon analyste du corps tout en moi humain. Mais qu'est-ce qui fait? On va essayer de voir des tonalités qui fait que... Pourquoi? Parce que, regardez la question que tout professionnel va poser à quelqu'un qui se fait manipuler. Ok, se faire manipuler un peu, pendant de temps, mais comment ça peut durer autant de temps? Si l'emprise dure, c'est forcément que, effectivement, celui qui est le récepteur de l'emprise, et c'est pas de sa faute, c'est pas le problème, c'est pas pour ça que ça va pas être objectivé, voire même judiciarisé, mais il y a aussi le contrepoint. Alors, cette vulnérabilité, elle peut être médico-légale. Moi, je suis expert, on me demande est-ce qu'il y a une fragilité médico-légale? C'est pas le plus fréquent, mais vous allez voir que je vais aussi aborder des éléments plus psychologiques de tout un chacun, de chacun de nous. La fragilité, on est manipulable, nous les êtres humains, mais voilà, c'est comme ça tient aussi à notre humanité. Et puis, troisième élément aussi, toujours avant que je glisse vers la clinique à proprement parler, il faut dire aussi quand même, quand toujours un phénomène est dans le champ social, et je parle aussi un écho du côté de la judiciarisation des magistrats. Il y a des allégations mensongères. Il y a des gens qui vont prétendre qu'ils ont été abusés, et puis, bon, c'est pas si clair que ça. Hein. Les êtres humains ne sont pas... Donc, il y a le problème de l'allégation, donc, de celui qui prétend avoir été harcelé, alors que... Alors, le zoom clinique.
Quelles sont les formes cliniques de ceux qui harcèlent? Certes, il y a le pervers narcissique que moi je vais décliner sur le mode égocentrique manipulateur, mais je vais vous donner, vu par le psy, d'autres formes de gens qui stressent les autres. Quelqu'un qui le fait indirectement, l'obsessionnel. L'obsessionnel, c'est quelqu'un qui est un petit peu obsédé par des règles, qui a une rigueur par lui-même, on est content pour lui, mais vous savez, qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez un partenaire, homme ou femme, obsessionnel? Je vais le dire en langage populaire. Qu'est-ce qu'il est chiant, hein? C'est-à-dire qu'au fond, c'est quelqu'un qui vous ennuie pour des petits détails. C'est-à-dire qu'au fond, il met une pressurisation sur vous par le côté inéluctable, raide, et même il vous l'impose à vous, parce qu'il dit, bah, tu ranges tes affaires comme tu veux, mais moi je vais les faire autrement. Donc l'obsessionnalité, ça entraîne une répétition harcelante, premier élément. Un autre image, avant qu'on en vienne au pervers, le parano. Tous ceux d'entre vous qui ont vécu dans votre vie passée avec un ou un parano savent de quoi je parle. Bon, etc. Hein? Donc le paranoïaque, vivre avec un paranoïaque dans la vie privée, bon, c'est pas de la tarte. Hein, bon. Ensuite, bon, plus banalement, le mégalomane et les gens à dimension psychopathique. Il y a des gens, même dans le champ des gens, même dans le 16e arrondissement, il y a des hommes ou des femmes un peu psychopathes. Bon, ils ne sont pas violents dans le champ externe, ils n'ont pas d'antécédents judiciaires, mais il y a une logique psychopathique dans leur manière d'imaginer le couple. Alors, revenons à ce pervers narcissique, vous l'avez compris, que moi je vais donner en sémiologue de l'évaluation, égocentrisme, je vais y revenir, donc manipulateur, et aussi avec des traits hystériformes, parce que qui manipule les autres, vu par un psy? Les gens qui ont des capacités hystériformes. Hein? C'est-à-dire qu'au fond, dans les traits hystériformes, souvent là aussi, on a popularisé négativement, nous les psys, c'est un peu toujours négatif, alors qu'un trait de caractère, il a toujours une dynamique. Un hystérique, c'est quelqu'un qui est un peu plus théâtral, extraverti que les autres, il est séducteur, mais regardez, si vous êtes très 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 séducteur, vous êtes manipulateur. Donc au fond, avec des traits hystériformes. Alors, zoomons sur cette personne. Égocentrisme. Ce qui m'a frappé, moi je viens effectivement de l'écoute analytique. Quand j'étais jeune expert, jeune psy, parallèlement à l'hôpital, j'avais des patients, et donc j'avais des gens qui venaient me voir parce qu'ils avaient des tocs, des phobies, des malaises existentiels, un peu comme tout un chacun, comme moi. Bon. Mais ce qui m'a frappé, c'est que, au fond, le sujet qui a une demande d'aide, qui a toute une fragilité, il y a un collègue qui avait dit un peu, tous les êtres humains sont un peu névrotiques. Mais ce qui m'a frappé, effectivement, quand je me suis amené à étudier les auteurs de violence, c'est qu'il y a un égocentrisme donc, que je ne voyais pas chez les patients névrotiques. Et regardez, l'égocentrisme va de pair avec une difficulté de situer ce qui se passe dans le champ d'autrui. Regardez, je suis jeune psychanalyste, je vois quelqu'un qui a une tonalité névrotique et qui a eu un comportement violent avec sa femme, verbal, la veille. Il s'allonge sur mon divan, il me dit, hier soir, on s'est engueulé, j'ai fini par gueuler plus fort que d'habitude. Moi-même, j'étais surpris de l'intensité de ma voix. J'ai vu dans les yeux de ma femme qu'elle avait les larmes aux yeux. On s'est endormi sans rien se dire. Ce matin, on était encore sous le coup de cette engueulade. On ne s'est pas parlé. Et je me dis, est-ce que c'est moi à relancer? Est-ce qu'il faut que je lui reparle? Est-ce qu'elle souffre? Est-ce qu'elle m'en veut? Pourquoi j'étais... Vous avez vu comme ça la facilité à ce sujet proche de la normale de parler de lui après un comportement violent. Et regardez maintenant, j'écoute un autre qui est plus banalement violent. Qu'est-ce que j'entends? La vie de Bibi, la souffrance de Bibi, la frustration de Bibi, ce que la femme de Bibi devrait faire à Bibi quand Bibi le souhaite. C'est-à-dire que ce que j'appelle le bibicentrisme. Hein. Et regardez l'autre point aveugle. Dans son discours libre, aucun élément associatif sur la réalité psychique de l'autre. Et regardez quand je lui dis « Eh oh, et elle, qu'est-ce qu'elle peut penser, monsieur ?» Enfin, je le fais exactement en langage un petit peu ludique. Ben, je ne sais pas. Je suis pas dans sa tête. Hein. Je ne vais pas demander. Vous voyez la pauvreté de pensée, l'altérité de certains bibicentrés. Et donc, cette dimension égocentrique donne bien la réalité du fonctionnement de ceux qui abusent de l'autre. Et ils abusent évidemment par ce mécanisme qui est la manipulation. Et là, effectivement, par la manipulation,
on peut essayer, on a un outil pragmatique pour essayer de montrer qu'il y a eu cette réalité manipulatoire dans l'abus un peu de l'autre, fût-ce dans le champ du couple. En même temps, dans cette clinique du harcèlement, il faut que je vous mette en avant quelque chose qui m'intéresse dans la compréhension, ce que j'ai appelé la bulle entre l'auteur et la victime. Et regardez quelque chose qui est fondé à nous étonner. Pourquoi, ça a été très bien décrit, mais pourquoi finalement ceux qui sont victimes de ce malaise sous l'harcèlement, sous la manipulation, sous la pression de l'autre, sous un partenaire qui a des caractéristiques diverses que je viens de décrire, ne le dit à personne. Cette introversion, ce repli sur soi, cette difficulté, et d'ailleurs, un des éléments qui fait que ça perdure, c'est que finalement, curieusement, le psychisme de celui ou celle qui en est victime ne trouve pas cette première planche de salut. Si on parlait à n'importe qui, à un numéro anonyme, à son confesseur, à sa meilleure amie, à sa mère, parce que la réalité du harcèlement est différente quand il sort de la bulle du silence. Bien sûr, on a décrit tous les éléments qui... La honte, on va en parler un peu, la culpabilité subjective, mais c'est quand même frappant que certains sujets, par leur psychisme, ne trouvent pas cette solution qui est le dégagement en externalisant évidemment la réalité de ce qu'ils vivent à n'importe qui. D'où dans le champ social le message, parlez-en, mais parlez-en à n'importe qui, à n'importe qui que vous allez choisir, parce que ça change la dynamique. Il y a une dynamique de tension du harcèlement qui est très fort quand on est dans la bulle donc, du silence entre l'auteur et celui qui est victime, et qui est complètement différent quand effectivement les choses... Mais en même temps, la clinique montre l'impossibilité momentanée de le dire à quiconque dans le fonctionnement psychique de la victime. Et puis, regardez, je vais donner un troisième élément. Pourquoi certains d'entre nous, on se débrouille mal avec un manipulateur? D'abord, pendant un temps, c'est qu'on n'est pas conscient qu'on est manipulé. Et puis, il y a quelque chose dans les fonctionnements de sortie que je vais décrire, l'impossibilité de trouver l'idée de la contre-manipulation. Face à un manipulateur, il faut que vous ayez l'idée de le contre-manipuler. C'est ce qui se passe un peu dans le champ social. Alors, avant de glisser vers ma conclusion, des éléments quand même qu'il faut quand même nommer. La force des manipulateurs est quand même liée à notre capacité, nous les êtres humains, à se laisser, à être manipulés. Il n'y a pas de honte d'être manipulé. Je ne dis pas que c'est une faiblesse, je dis que ça arrive potentiellement à chacun d'entre nous. Alors, il y a évidemment des choses simples. Quand on est anxieux, quand on est introverti, quand on a un manque de confiance en soi, quand on a une faiblesse de l'estime de soi, on est plus facilement sous l'emprise de ces manipulateurs. Mais aussi, parfois, effectivement, il y a le vécu de honte qui nous empêche de parler. Vous voyez, finalement, le nombre de femmes qui m'ont dit dans ma vie... culpabilité, Laurent. Culpabilité, oui. Mais le nombre de gens qui m'ont dit « j'ai eu honte d'en parler à quelqu'un ». Et même regardez ce que... Moi, ça m'est arrivé. Il y a une honte de se dire qu'on a été manipulé, on sait avoir. Et en même temps, c'est sain de dire que ça peut arriver. Moi, je veux dédramatiser le fait qu'il n'y a pas de honte, finalement, à se faire avoir. C'est humain, ça montre même... Regardez, dans le langage courant, il y a deux mots que j'aime bien, ils sont un peu choquants, mais... Quand on s'est manipulé, qu'est-ce qu'on est? Trop bon, trop con. Mais on est bon quand même. Bon, mais on est con. Bon, donc, voilà. Non, mais le langage populaire, parfois, on pourrait faire la clinique de cette expression psychopathologique populaire. La culpabilité subjective. Alors là, on le voit chez toutes les victimes. Vous voyez, la propension de l'être humain à fabriquer de la culpabilité. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, on est manipulé. Et parfois, regardez, on donne un exemple qui est très bien souvent donné dans la violence conjugale. Le manipulateur manipule et l'autre, finalement, prend pour argent comptant. Comment tu ne travailles pas, mais la soupe n'est pas prête, qu'est-ce que c'est ce bordel, etc. Moi je passe. Vous voyez comment l'argument fallacieux du manipulateur est intériorisé par celui qui en est victime. Et donc, évidemment, quand vous intériorisez le discours de votre oppresseur, ben, évidemment, on comprend que vous n'êtes pas, pour l'instant, en chemin de vous dégager. Donc, cette culpabilité subjective, le vécu de honte, la surestimation du danger aussi, ce qui m'a frappé en écoutant nombre de situations. Et vous voyez, d'ailleurs,
c'est pour ça que je veux mettre un peu de piano sur ce pervers narcissique, parce que, au fond, Alberto Heger en est un des concepteurs, mais parfois j'entends des perroquets d'Alberto Heger qui nous présentent le pervers narcissique, et moi j'écoute, et puis je suis sur mon fauteuil, je suis comme vous assis, je me dis, putain, le génie de la manipulation, comment... Bon, donc, c'est des manipulateurs au petit pied aussi, les pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'au fond, il ne faut pas leur surestimer le pouvoir. Regardez, je vous donne cet exemple, Weinstein, on le dénonce, bon, vous avez vu qui il est maintenant? Bon, nobody, on dirait aux États-Unis. Bon, donc en même temps, c'est ça, c'est violent tant que ça dure, c'est violent tant qu'il y a la bulle du silence, mais ça peut se débloquer. Il ne faut pas non plus les surestimer. Ils sont redoutables si on intériorise la manipulation, si la manipulation opère et intériorisée. Et regardez, avant de glisser vers ma conclusion, et l'entourage, et je vais revenir sur l'affaire Weinstein. Toutes ces femmes qui savaient, qui elles n'ont pas été manipulées, toutes ces jeunes actrices qui sont devenues puissantes, et elles ne le disaient pas. Et en plus ces hommes qui savaient que peut-être ils le faisaient. Ben, bravo, moi qui ai eu la chance d'avoir un père résistant. Qu'est-ce que c'est que cette réalité psychique de gens de l'entourage qui savent et qui la ferment? Hein? Qu'est-ce que c'est pas une complicité psychique? Moi, je ne vais pas les condamner, je ne vais pas judiciariser leur cas, mais voyez que d'autres savaient et n'ont rien fait. Et là, évidemment, éloge de la logique systémique, je pense aussi au monde du travail, si on est dans le monde privé, pour réguler, déminer, dédramatiser, contrer aussi les situations de harcèlement. Alors, j'en viens à ma conclusion. On voit que le piège de ces sujets, et tous ceux qui dans le couple l'ont vécu, se disent finalement à eux-mêmes. Le nombre de fois où j'ai entendu des victimes elles-mêmes me dire « Comment j'ai pu supporter ça aussi longtemps? Comment j'ai pu supporter ça aussi longtemps ?» C'est ça la réalité psychique. On n'en revient pas. On se dit « Mais comment je l'ai subi aussi longtemps sans rien faire ?» Deuxième élément, le harceleur n'est fort que parce qu'il n'est pas démasqué. Un manipulateur est fort que si vous nommez pas la manipulation, si vous n'êtes pas capable de la nommer, et puis après de l'interpeller. Donc là aussi, il faut un peu dévitaliser. C'est redoutable tant que ça roule, et puis parfois, c'est pas si facile de le dénoncer, parce que même quand on nomme, et là, je crois que les avocats qui sont des accompagnateurs de personnes qui ont été victimes le savent, on croit que ça suffit une fois que c'est dit. Alors, au niveau psychique, oui, on se dégage. Mais après, on voit que objectiver ce qu'on a vécu, le temps à long fleuve tranquille, là aussi, la société a beaucoup de travail à faire pour arriver à baliser, finalement, l'objectivation de cette réalité psychique. Pour moi, c'est parfois tellement... Je vais terminer en disant deux éléments peut-être de réflexion pour le débat social, puisqu'on est ici dans l'articulation, et tu l'as souhaité, Laurent, entre les cliniciens et les juristes. Je crois qu'il y a des situations que j'appellerais un petit peu tellement dégradées, tellement répétitives, qui ont été tellement douloureuses, qui sont traduites, ça a été dit tout à l'heure par Alberto Heger, par la dépression, par toute une clinique post-traumatique objectivable, qui, à mon avis, vont réussir peut-être à être objectivés. Mais très honnêtement, je vais vous dire aussi, peut-être c'est pour faire débat, je ne pense pas que la bonne clé, toujours, ce soit dans les affaires totalement dégradées, longues et constituées, la justice est un plan raisonnable. Mais dans d'autres situations, je pense que c'est peut-être pas le plus intelligent. Moi, je vois aussi des gens qui ont été usés, carbonisés par, effectivement, une plainte judiciaire, qui d'ailleurs s'est terminée, et peut-être on aura l'avis des juristes, en eau de boudin, en non-lieu, voilà, alors, tout ça pour ça, pourrait-on dire. Et donc, quand même, vous l'avez compris, on a quand même quelques signes. Alors, parfois aussi, les avocats, c'est une question que je pose aux avocats. Parfois, d'avocat ou d'avocat, on peut gérer des compensations à l'amiable. C'est pas si bête. Bon, ben, je ne sais pas si ça se fait, je sais pas si...
Moi, j'ai vécu aussi dans un pays anglo-saxon où il y a un petit peu une culture de ça. Bon. C'est-à-dire que la judiciarisation, pour aller effectivement objectiver les choses, n'est pas si simple. Il y a évidemment cette espèce de négociation. Et puis, vous l'avez compris, c'est là que je termine, ces violences psychologiques, vous l'avez compris, elles sont réelles, elles sont douloureuses, elles sont potentiellement déstabilisables, mais en même temps, elles durent beaucoup. Et donc, on a 3 voies pour s'en sortir. La voie de la judiciarisation, qui effectivement peut être la bonne pour les situations totalement constituées. Ensuite, on a un petit peu le contre, des logiques de contre-manipulation. Si tu veux pas que je te poursuive, ben voilà, donc on va essayer de... On le voit, moi qui vois beaucoup d'affaires de séparation conjugale, de temps en temps, je vois des trocs, on y reviendra. Et puis, vous l'avez compris, au-delà, et je termine là-dessus, c'est le côté un peu positif, quand on décrit un phénomène et sa cristallisation psychopathologique, on peut rêver de 2 choses. L'un qui me semble un peu utopique, mais je vois que on va tellement organiser les choses entre les hommes et les femmes que bientôt, au XXIe siècle, il n'y aura plus de pervers narcissiques. Alors, il y en aura beaucoup. Je dis, qu'est-ce que ces associations ont la foi? Mais je suis un garçon trop réaliste, je pense que... Et j'ai une 3e solution intermédiaire à vous proposer, c'est prendre les situations dans l'œuf, à leur début. C'est-à-dire, au fond, en parlant de ce phénomène, ben, effectivement, que les gens qui en sont victimes s'en aperçoivent plus tôt, on dise, effectivement, parlez plutôt, parlez à n'importe qui, oui, appuyez-vous sur quelqu'un, et aussi, je crois beaucoup, et on le voit, bon, le couple est très particulier, vous voyez, dans toutes les affaires sociales, dans l'affaire Weinstein, dans l'affaire du harcèlement au travail, mais quand même, que font les autres? Logique systémique dans la régulation et dans l'interpellation de situations de gens qui sont en situation de harcèlement. Je vous remercie de votre attention. Merci Roland.